Mercredi, le 10 avril, il est 21h. Et pour la première fois, Mac Québec est à l'heure. Ici Christian. François et Stéphane d'Objectif Numérique. Vous écoutez les amateurs de Mac. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour tout le monde et bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. Émission un petit peu spéciale ce soir. On est dans des nouveaux locaux. Oui. Moi, j'ai changé d'adresse cette semaine. Je travaille maintenant pour l'entreprise ClickPom. Et si vous voulez que je continue le podcast, vous allez aller faire un follow sur Twitter. Donc, on est dans les locaux de ClickPom à Montréal et on est bien content, bien confortable. La température est bonne, plein milieu du centre-ville. Les gens ont pu avoir accès, tout ça. Donc, on est très content et on a une exceptionnelle vue, disais-je, du centre-ville de Montréal et de la montagne. On est donc dans notre belle ville de Montréal et avant de commencer, en fait, j'explique un peu les règles du jeu. D'abord, les amateurs de Mac, bonsoir, sont votre show de questions et notre show de réponses à propos de Apple. Et donc, tous les 2 mercredis, donc vous mettez ça à votre agenda. Tous les 2 mercredis, disais-je. Ils n'ont pas besoin de le mettre à l'agenda. Ils ont juste allé sur le site de Mac Québec et appuyer sur le bouton, ça va l'ajouter automatiquement à leur agenda. Excellent! Oui. C'est vrai, tu as fait tout ça, Je sais pas combien partagé. De Ah, ça serait cool d'avoir les statistiques de combien de gens sont abonnés au calendrier. Juste en bas de nous, en bas de la fenêtre vidéo, vous avez le petit bouton « Submit question ». On n'a toujours pas réussi à le tweaker pour le mettre en français. Donc, vous pouvez soumettre vos questions et se joindre à moi ce soir, en fait, Jean-François Roy, comme d'habitude, mais Vincent n'a pas pu se joindre à nous. Il y aura une chronique en deuxième, dans le podcast Mac Québec, tout de suite après les amateurs de Mac, bonsoir. Mais ce soir, on accueille notre ami Jean-Michel Boilly qui vient remplacer, en fait, Vincent. Ça va bien, Jean-Michel? Ça va très bien, Alexis, merci. Excellent. Est-ce que tu t'es remis de ton 2 semaines d'Android? Oui, ça fait quasiment un mois là, que je l'ai plus le téléphone, mais ça me fait plaisir d'utiliser mon iPhone. C'est sorti de ton système? Oui, c'est sorti de mon système. Excellent. Je suis revenu en mode iPhone à 100%. Parfait. Une nouveauté aux amateurs de Mac, bonsoir. Depuis 2 semaines, depuis la dernière fois, vous pouvez maintenant nous rejoindre directement en studio. Et là, on a un vrai numéro de téléphone on a eu la critique la dernière fois. On a fait un test. Il n'y a personne qui nous a appelé, sauf une personne à qui on avait demandé, mais qui n'avait pas de questions. Donc, peut-être que ce soir, on aura des gens qui, par téléphone, voudront nous soumettre des questions. Et si vous êtes en région, vous pouvez maintenant nous rejoindre parce qu'on a pris un numéro 1877. Donc, je vous le donne si vous avez un papier et un crayon. Donc, c'est le 1-877-561-2357. 1-877-561-2357. Et je vais le platement répéter tout au long de l'émission parce que j'ai envie, moi, que quelqu'un nous téléphone pour nous poser une question, pas juste pour faire « Allô, j'ai le téléphone chez nous. Allô, mon téléphone, il fonctionne-tu? » Ma fille dort, impossible d'appeler. Ça arrive, mais vous pouvez toujours poser les questions avec le Submit Question. Et j'ai mis le numéro de téléphone qui apparaît en bas de votre écran, donné généreusement. Oui, allô. Oui, allô. Donc, on va commencer. En fait, on a une question directement dans les... est-ce que quelqu'un a eu le temps de vérifier le document de code promo, JF? Moi, je l'ai ici. OK. Qu'est-ce qu'on a comme... qui est comme en vert ou quelque chose qu'on aurait à donner plus bas, plus bas? On a Stint. Oh, OK. On a aussi Call Bliss. OK. Goodreader. Faut voir si les codes fonctionnent encore. Sinon, on a Unmechanical. C'est très bon, ça. Ouais. On y va avec la première question de M. Yves Lafleur qu'on va mettre à l'écran. Bonsoir à vous tous. Est-ce que le Apple Care est une bonne option à acheter lors de l'achat d'un produit Apple? C'est-tu un bon investissement?
à la base, c'est une garantie prolongée, donc c'est pas un investissement, c'est comme de l'assurance, en fait. Ouais. C'est de l'argent que vous pitchez à un bout de code, puis au droit de faire réparer l'ordinateur pendant 3 ans si jamais il y a un bris. Est-ce que c'est un bon produit? Est-ce que je le recommande? Avec les machines qui se miniaturisent et qui sont à peu près impossibles à ouvrir maintenant, comme les MacBook Retina, oui, moi je le suggère fortement. Il est quand même un peu cher à acheter. Petit truc, si vous avez dans vos connaissances un professeur, un étudiant ou un chargé de cours, vous pouvez acheter la garantie prolongée dans un établissement éducationnel, comme la Coop UQAM par exemple. Il va avoir 100$ de rabais, ça, la garantie. Fait que une garantie pour un MacBook Pro, c'est 279 au lieu de 379. Ça fait quand même une pas pire différence. Et Jean-Michel qui me fait signe... Je suis étudiant, je ne suis même pas au courant. Donc Okay. il y avait un rabais sur l'Apple Care. Jean-Michel qui va s'ouvrir une business devant la Coop UQAM, parce qu'il va charger 25$ si vous voulez acheter la garantie prolongée. Pour avoir un rabais de 75$. J'imagine que ça serait payant. Ouais. Ça pourrait. Ça va payer ton 70$ d'augmenter l'indexation. Voilà. Ouais. L'autre façon, en fait, il y a quelques autres façons qui existent. Si vous avez une carte de crédit qui offre une garantie supplémentaire, ça va donner 1 an de garantie. Ouais. La différence, par exemple, c'est que pour cette garantie-là, on me dit que ça griche. Normalement, ça ne devrait pas trop. C'est peut-être moi qui gosse après mon pied de micro, il ne faudrait pas. Donc, si vous utilisez en fait cette garantie-là de carte de crédit, à ce moment-là, je vais descendre un petit peu ici, comme ça. Voilà. Cette garantie-là qui s'applique à l'ordinateur, si jamais il arrive un bris, il faut d'abord payer avec sa carte de crédit la réparation et ensuite faire une réclamation auprès de la compagnie de carte de crédit. Ouais. Il faut avoir payé la totalité de l'ordinateur par carte de crédit. Tu peux pas dire je vais payer comme 1499 cash puis $1 par carte de crédit. Il faut avoir payé tout l'ordinateur au complet par carte de crédit. Excellente observation. Mm-hmm. L'autre chose, c'est que ça rajoute qu'une seule année de garantie à l'ordinateur. La troisième chose, c'est que le Apple Care vous offre un service téléphonique sur 3 ans. Donc, vous pouvez, au lieu, parce qu'on le sait, si on va au Apple Store, il faut prendre un rendez-vous. Ouais. Il n'est peut-être pas au moment où est-ce que vous en avez le plus besoin. Puis, vous pouvez toujours souscrire à Joint Venture si vous avez besoin de trucs instantanés. Je pense que Joint Venture, c'est autour de 500$. Souscrire à ça, il faudrait vérifier. Jean-Michel va regarder. Ça a l'air gros, mais c'est sûr que c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. C'est un service que tu peux arriver au Apple Store et dire j'ai besoin d'un Genius right now et ils vont mettre un Genius devant toi qui va faire ta réparation devant toi s'il faut, qui va transférer tes données si tu achètes un nouvel ordinateur. Ils vont même te prêter un ordinateur pour une période de temps si tu en as besoin. Donc, ça peut être très intéressant de souscrire à Joint Venture. C'est 500$ par année à peu près pour le premier ordinateur. Puis les ordinateurs supplémentaires, c'est 99$ chacun. OK. Non, mais c'est pour des professionnels. C'est pas pour... c'est pour mon ordinateur, j'en ai besoin hier. Il faut qu'il fonctionne. Sinon, donne-moi-en un, transfère mes données. Tu rentres au Apple Store, puis peut-être 1h30 plus tard, tu peux sortir avec une machine fonctionnelle, tous tes logiciels dessus, toute ta config, puis tu es prêt à retourner travailler. Donc, ça peut être... 500$ pour jusqu'à 5 ordinateurs. Ah, quand même. OK, c'est bon. C'est bon. C'est pas pire. Donc, c'est à peu près les trucs qu'il y a. Sinon, si on est hors garantie, ben là, les réparations, là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, il y a la garantie légale. Là. Il y a la garantie légale, effectivement. La garantie c'est plus ardu, là. Ou ben, en fait, c'est juste que les gens ne veulent pas se donner le trouble de la faire appliquer. Apple va dire non à la base, à cette garantie légale, qui est une loi au Québec, qui dit qu'un produit doit fonctionner le temps, un temps normal pour ce que c'est le produit. Un ordinateur, dans la jurisprudence, la garantie légale va le couvrir pour 2 ans à 2 ans et demi. C'est pour ça que les compagnies de carte de crédit ne perdent pas trop d'argent là-dessus. Pour la faire appliquer, ce qu'il faut faire, c'est faire une mise en demeure ou en fait faire une demande aux petites créances. C'est une soixantaine de dollars. 70$. Et quand on gagne, à ce moment-là, les frais qu'on a encourus pour ça sont payés. Maintenant, ce qui est peut-être un petit peu plus fatigant, c'est de documenter
Parce que quand on arrive devant le juge, il faut lui prouver que, écoute, l'ordinateur, je l'ai acheté telle date, il a brisé là, il a brisé là, il a brisé là. J'essaie de le faire réparer, puis là, on me dit, c'est 700$. Donc, mais il faut dire quelque chose aussi, c'est que tu passes pas demain matin à petite créance. non, c'est ça. Quelques semaines ou quelques mois d'attente. Même des années, là. Sérieux? Aux petites créances, peut-être moins, là, mais c'est au moins quelques mois. Ah ouais, c'est très long, là. C'est pas tout de suite, là. Fait que t'es mieux de passer à l'arbitre. Je pense pas que le show s'appelle de même, mais je peux pas prononcer l'autre mot. Donc, tu vois, en pesant les pour et les contre, une des dernières garanties prolongées que j'ai vendues il y a quelques années à la coop, la fille à qui je l'ai vendu ou à qui je l'ai proposé, c'était une juriste. Puis la fille, elle connaissait, elle savait comment monter son dossier, faire une demande aux petites créances. Puis elle a fait comme, j'ai gagné, elle était comme, yeah! Mais elle a gaspillé full de temps. Puis elle a probablement payé pour le 2 heures de job qu'elle a fait, le prix que la garantie aurait coûté, puis tout ça. L'autre chose aussi qui est intéressante et auquel il faut penser, c'est qu'un ordinateur que tu vends avec une balance de garantie, ben, tu n'entendras pas parler du gars. Tu vends un ordinateur, il y a 6 mois de garantie qui reste dessus. Si au bout de 2 mois, l'ordinateur pète, ben, il va aller voir Apple puis il ne viendra pas te dire « Hey, tu m'as vendu un ordinateur qui était pété. » Donc ça aussi, ça peut ajouter à la valeur de revente. Au moins, entre 2 ordinateurs, ils vont prendre le tien parce qu'il est protégé. Oui, c'est sûr, il est protégé encore. Une garantie de carte de crédit, c'est pas transférable non plus. C'est pour la personne qui a la carte de crédit. Fait que si tu vends ton ordinateur, même s'il reste 1 an de garantie sur ta garantie de carte de crédit, ben, la personne qui l'achète ne pourra pas en bénéficier, tandis que la Apple Care, mais c'est transférable, la personne va pouvoir juste se rendre au Apple Store avec l'ordinateur. 2 autres choses qu'il faut savoir. C'est une expérience vécue, mais j'ai une grande gueule, on le sait. Je suis capable de talk my way. Moi, j'avais acheté le premier MacBook Pro et c'était pas une machine qui était hyper fiable. Il venait de transférer au processeur Intel. Donc, j'ai eu des bris. Je les ai fait réparer par le service technique où j'étais. Et à ce moment-là, au bout de 3 réparations, j'ai fait le statistique. C'est une machine business normalement. C'est un MacBook Pro, une machine professionnelle. Donc, je les ai appelés, j'ai expliqué la situation. Puis le gars, il a accepté d'échanger ma machine. Puis celles qui me l'ont échangé, ça a fait à peu près la même chose. C'est la 2e génération. J'ai réussi à la faire changer pour une 3e machine. Tout ça à l'intérieur du Apple Care. Donc, j'étais bien content, moi, de l'avoir acheté. Puis, j'ai acheté le Apple Care parce qu'une machine à 2500$, tu veux pas qu'elle te lâche au bout d'un an. Non, c'est sûr. Tu peux pas avoir des troubles avec. C'est sûr. Donc, voilà. J'espère que ça répond à ta question, Yves. Voilà. Prochaine question. Vient de Rémi. Allons-y. Est-ce un bon achat, un Mac Mini pour le développement? Malheureusement, c'est Vincent qui aurait pu répondre, mais tous les outils de développement s'installent dessus. C'est probablement la plus petite machine du parc informatique Apple que tu peux avoir. Donc, si ton application fonctionne sur le Mac Mini, elle va fonctionner sur tout le parc informatique. Donc, tu peux débugger tes affaires de cartes vidéo, optimiser au maximum pour l'affichage, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est une bonne petite machine. Puis d'ailleurs, sur Twitter, il y a une compagnie qui fait de la location de Mac Mini. Tu as comme une VM, en fait, là, puis tu peux être à partir de ton PC. Tu te connectes en VM, puis tu fais c'est Cloud Mac ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est... J'ouvrirai pas mon Twitter parce que ça risque de faire bling, 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 mais il y a possibilité d'avoir des machines en VM, en remote, comme ça. Puis eux autres, ils te la préparent avec Xcode d'installer dessus, puis tout ce que tu as de besoin. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que oui, c'est une bonne machine. Puis, ça dépend aussi si tu veux faire du développement iPhone. Ça va très bien fonctionner. Si tu veux faire du développement d'applications un peu plus lourdes, ben à ce moment-là... Ça va être un petit peu plus compliqué parce que là, il n'y a pas une grosse carte graphique là-dessus. Hein? Non. C'est comme... tu ne partiras pas un gros jeu... Tu n'as pas besoin d'une grosse carte graphique, mais en même temps, tu n'as pas la machine la plus rapide. Fait que peut-être que quand tu vas faire ton truc... Mais c'est du code. Fait que... C'est la journée où est-ce que tu vas te dire « OK, je vais compiler mon code. Ça va prendre un petit peu plus de temps. » Puis c'est tout. Parlant de compilage, on va parler d'autres choses aussi dans le podcast. Dans le podcast Mac Québec tout à l'heure. Tu as compilé un émulateur de je sais pas quoi, je pense? J'ai compilé un émulateur de jeu. Toi-même, comme un grand. C'est cool. Excellent. On n'a plus d'autres questions en
en attente. Donc, on va y aller avec les questions qu'on a dans le document. Juste avant, par contre, on va passer une petite publicité. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou en laissant vos commentaires dans la section podcast du site macquebec.com. Excellent, on est de retour en studio. Merci Bernard d'avoir si bien donné nos différentes adresses. Et on a une question qui provient du forum Mac Québec de Kekan39, donc un joueur de la cachette. Un tripeux de camping. Oui. Lui, il veut savoir, est-ce qu'il y a un moyen de contourner le système de protection du lecteur DVD à l'intérieur de son MacBook, la région, c'est séparé par région. Et combien de régions? 6, je crois. 6? Ok, je pensais que c'était 5. Je sais pas parce que je sais vraiment pas. Je pensais que c'était 5, mais il y a 6. Okay, peut-être, c'est peut-être 5 aussi, je me trompe peut-être, là, mais sûrement quelqu'un dans le chat qui va nous le dire. C'est sûr. Oh, c'est sûr. Il a dit aussi, détail supplémentaire, l'utilisateur mentionne qu'un message apparaît lorsque insérer un DVD étranger, lui informant qu'il peut encore effectuer 4 changements de la région. Il ajoute ces 4 sous-questions suivantes. Qu'arrive-t-il si un DVD est à la région 0 et inséré? La deuxième, c'est qu'arrive-t-il au 5e changement? Ça, c'est une très bonne question, je ne sais pas. Il reste jamais là. Ouais, c'est ça, il sort plus. Tu mets un DVD européen, tes zones 2 ou 3, ciao, bye. Ah, c'est fini? C'est final bâton. OK. Est-ce que le compteur revient à 5 lors de la réinstallation de macOS? Ça, c'est une bonne question, par exemple. Je pense que c'est le firmware à l'intérieur. C'est le firmware du lecteur en tant que tel. Fait que tu peux réinstaller macOS autant de fois que tu veux. Tu peux même installer Windows si tu veux, ça ne change rien parce que c'est matériel. Faut que tu ailles changer faut que tu achètes un graveur. Un graveur externe où tu changes carrément. C'est là qui est à l'intérieur de l'ordinateur. Ah, OK. Est-ce qu'il est possible de contourner cette protection en utilisant un logiciel autre que QuickTime ou DVD Player? Oui, la réponse est VLC. Donc, Videolan Player, ouais. VLC. Videolan.org. Voilà. Et c'est un logiciel qui va se sacrer complètement de la région, puis qui va vous permettre d'ouvrir vos DVD. En fait, c'est la réponse. On va te laisser donner la réponse que tu as si bien écrite. Donc, finalement, on reprend à partir du début. Le système de protection, c'est un système qui est permanent, qui est dans le firmware du lecteur DVD. Donc, c'est la même chose finalement que le lecteur DVD ou le lecteur Blu-ray dans votre salon. Ça a un but purement commercial. Donc, ça permet aux compagnies finalement de faire sortir un DVD en Europe avant ou en Australie avant, puis qu'il ne puisse pas être déplacé partout à travers le monde. C'est le seul but de ce système-là. On s'entend d'abord que le monde qui savent, ceux qui savent, ben, depuis le début, eux autres, ils s'en sont toujours sacrés là, du fait qu'il y avait un DVD. Au début, on avait comme des codes. Quand t'achetais des DVD il y a une couple d'années, là, à la sortie, ils te donnaient un papier, puis le papier, c'était comme le code pour débarrer ton DVD pour pouvoir écouter n'importe quoi dedans. Là. Ils donnaient chez Best Buy, chez Dumoulin. Moi, j'ai une chum qui a acheté un lecteur DVD, puis là, il y avait un papier photocopié, puis ça disait « Rentre ce code-là, puis tu vas pouvoir écouter n'importe quelle région. » Fait que c'était comme un Konami code sur la télécommande du DVD, puis ça le débarrait. Puis comme tu disais, c'était effectivement pour ça, mais ce qui me fait rire, c'est... Moi, la plupart des gens que j'ai vus, que ça les faisait chier, c'était comme du monde qui travaillait dans l'industrie du cinéma puis qui avait à écouter des DVD qui venaient d'ailleurs, justement, pour un jury ou whatever. Puis là, qui faisait comme « Hey, je l'ai mis dans mon truc, puis après ça, j'ai écouté un autre film, puis après ça, je l'ai remis. Puis là, ben, je suis jamais à ça. » OK, c'est quoi le dernier que t'as mis? C'est un film d'ici. OK, t'es pas pire. Au moins. T'es correct. Donc, c'est ça, finalement. Quand on utilise DVD Player sur un Mac, ben, finalement, quand on entre un CD européen ou un CD qui a une région autre que un, il y a un message qui va apparaître et qui va nous informer que le DVD n'est pas de la même région que le lecteur DVD dans l'ordinateur. Puis ça va donner l'option de changer. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, là, finalement. Il faut que l'utilisateur le change, puis il voit combien de changements qu'il reste. Là. Mais c'est sûr qu'au 5e changement, si c'est un changement qui est fait pour un DVD indien, là, ben, ça va rester barré à tout jamais là, sur la région en Inde. Là, puis
ça va fonctionner avec la région en Inde puis la région 0 parce que les DVD de région 0 sont lisables dans tout. Lisible partout. Partout. C'est quoi la région 0? C'est une région qui est... C'est au positif. Ouais, c'est comme global. Là. Excellent. Quand tu vois ça souvent là, dans les boutiques souvenirs, là, genre des DVD Visitons Paris, là, puis c'est pour les touristes, c'est pour des applications Tout le monde peut l'avoir. qui sont conçues pour être distribuées à travers le monde. Il y a des disques de région 0, mais il n'y a pas de lecteur de région 0. Ok. Tu ne peux pas avoir un lecteur global, là, finalement, là, quand tu vas acheter son magasin. Là. Bon, c'est dommage. Ouais. Puis ils font encore pire avec le DVD, avec le Blu-ray, c'est-à-dire avec le HDCP, puis il faut que tu aies ton fil qui soit HDCP, puis le kit. C'est dégueulasse. Téléchargez vos films. Non, mais je veux dire, tu l'achètes, tu le laisses fermer sur ta tablette, puis tu le télécharges. Tu as acheté la licence. Ben ouais. C'est legit. Tu sais, le monde a fait leur argent, puis toi, ben au moins, tes enfants scraperont pas ton DVD. Tu vas pouvoir l'écouter où tu veux, quand tu veux, avec ce que tu veux, puis voilà. On passe à la deuxième question. Oui, de Régent sur le forum de Mac Québec. Comment transférer des photos de l'iPad pour les mettre sur mon portable, sur un portable PC ou Mac, là? Mac, j'espère. C'est assez. Ben, il y a plusieurs façons quand même de le faire. Il y a la façon iCloud. Oui, la façon iCloud, si flux de photos est activé. Ou... Ça a l'air de quoi, flux de photos sur PC? Ça marche-tu? J'ai jamais essayé. Non? J'ai un toolbox iCloud à installer. Là. Moi, je ne l'ai jamais installé. Je ne me sers pas de Windows assez souvent. Là. Ça l'enverrait dans un dossier? Parce que c'est comme ça qu'il manage. Je pense pas que le flux de photos fonctionne. C'est vraiment plus pour les contacts avec Outlook. Là, puis d'après ce que j'ai lu. Là. OK. Parce que le flux de photos, c'est vraiment juste iPhoto qui supporte ça. Peut-être Aperture aussi. Ouais, Aperture le support. Le support, merci. Sinon, la manière traditionnelle de brancher l'iPad dans l'ordinateur, et il va détecter, il va te demander des photos. Sinon, tu trouves ton logiciel de photos, mettons iPhoto, Aperture. Sur PC, en fait, l'importation de photos se fait par iPhoto ou par Aperture. Sur Windows, comment on fait l'importation de photos? C'est-tu iTunes? Tu branches la caméra, puis il y a un petit dialogue Windows qui apparaît sur comme ton quand écran, tu plugues une clé USB ou une carte SD. C'est géré par, vous avez branché Apple iPad, que désirez-vous faire? Transférer des photos, ouvrir le dossier, ne rien faire. C'est ça, c'est géré par Windows. C'est pas... AutoRun. Ouais. Excellent. Avant de passer à une autre question, on va passer un petit message publicitaire de nos commanditaires. À savoir qu'il n'y a personne encore qui nous a téléphoné pour une question. Et je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 1-877-561-2357. Le 1-877-561-2357. On a un T-shirt pour toi, c'est pas vrai. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme, sans les pépins. Oh, excellente catchphrase de Bernard encore. On a quelqu'un qui nous a téléphoné. Oui, il est en ligne présentement. Bonjour, à qui on parle? Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? À qui je m'adresse? Oui, très bien, et vous? Donc, mon nom est Mao, et puis j'ai vu votre numéro de téléphone sur Twitter. Je vous suis depuis pas mal de temps sur Twitter. J'ai une petite question à vous poser. Allez-y. C'est par rapport au MacBook Pro et autres Oui. qui sont un peu vieux, c'est-à-dire qui sont avant 2011. J'aimerais savoir si la restriction du AirPlay, est-ce que c'est une restriction logicielle ou c'est vraiment une restriction matérielle comme Apple veut nous le dire? Est-ce que c'est vraiment logiciel ou hardware, quoi? Je suis super content. C'est vraiment une bonne question dans un premier temps. Puis c'est notre première question au téléphone. Merci, Mao, pour la question. La restriction, elle est un peu des deux, en fait. Donc, dans un premier temps, en fait, les puces après 2011, je pense que c'est le chipset Penryn, si je ne me trompe pas, ou peut-être plus récent, Sandy Bridge, peut-être. Je pense que c'est Sandy Bridge. Avait
microcontrôleur qui permettait plus facilement de gérer le stream comme ça. Par contre, si vous avez un ordinateur et qui date de avant 2011 et que vous voulez faire un peu la même chose, il y a des petits logiciels que vous pouvez acheter et qui vont activer la fonctionnalité. Je pense entre autres à AirParrot, donc Air Perroquet, qui va permettre d'activer cette fonctionnalité-là. Donc, même s'il y a une barrure matérielle, ben, ce logiciel-là la contournerait. Puis, à ma connaissance, en fait, le logiciel de bonne... Le logiciel donne plus d'options que ce que Apple donne avec le AirPlay intégré. Là, tu peux diffuser... 1080p, je pense, en direct. 1080p, tu peux diffuser aussi juste une fenêtre, tu peux diffuser juste une source vidéo aussi, tu peux diffuser avec le son, sans le son, tu peux mettre ton pointeur en valeur. C'est vraiment bien fait pour faire une présentation, comme par exemple aussi. Donc, ça serait ça à utiliser pour le faire. Ça répond à ta question. Est-ce que c'est tout à fait compatible avec le Apple TV? Oui, c'est fait pour ça. C'est fait pour streamer sur le Apple TV. Donc, moi, je vous le conseille. En fait, AirParrot, c'est ce que j'allais utiliser avec un ancien ordinateur, mais là, j'ai changé, donc je l'ai. Ça aussi, ça fonctionne bien, hein, le AirPlay là, sur l'Apple TV. Très bien. Sauf que... Écoutez, j'ai parfois de la misère à vous entendre, ça coupe. Puis là, je vais devoir vous laisser. Je vous remercie pour votre temps et puis je vais laisser la ligne à d'autres personnes. Et puis, je vous remercie encore une fois pour votre initiative et puis bonne continuation, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. En passant. Yes! Je suis comme super content, ça marche. Yeah! Juste pour finir, le AirParrot, la licence, c'est 10$ pour le logiciel. C'est donné, mais il y a plus d'options, comme Jean-Michel dit, il y a vraiment plus d'options. Tu peux même l'acheter, même si c'est activé sur ton ordinateur, tu l'achètes, ouais. tu as les options supplémentaires. Tu as les options supplémentaires, ça va super bien. Voilà. Sinon, est-ce que j'ai pas... attends, on va les revoir. Est-ce qu'on a des questions? Jean Chantal qui a une question. Je te laisse la mettre à l'écran. Existe-t-il un moyen de transférer ou de sauvegarder une conversation SMS d'un iPhone avec date et heure d'envoi et de réception des SMS dans un fichier quelconque? Il y a deux façons de le faire. Il y a iExplorer. Ben, c'est payant. iExplorer, ben, ça permet d'aller chercher plein d'affaires dans le téléphone. C'est utile. Ouais. Puis souvent, il est vendu en bundle en plus, ce logiciel-là. Mais sinon... en fait, si ton téléphone est jailbreaké, probablement qu'avec Byte SMS, tu es capable de le faire. Ou tu es capable de t'envoyer tes SMS par email. Oui. Donc, tu es probablement capable de le faire de cette façon-là. Sinon, et l'autre façon, c'est d'utiliser iExplorer pour aller dans le téléphone, aller extirper, en fait. Ça se présente en quel type de fichier, tu sais-tu? Je ne me rappelle pas. Okay. Une façon poche, là, mais facile à faire, c'est de prendre un screenshot là, de la conversation. Là. Mais ça prend pas toute la conversation, là, mais quand on a besoin, c'est probablement le plus rapide là, qu'on peut faire à même l'iPhone, puis que c'est pas mal impossible de se tromper. Là. J'avoue. Mais c'est pas... tu peux pas le rechercher. Ben, tu peux peut-être... Ouais, tu prends des screenshots, tu les envoies dans Evernote. Evernote va faire l'OCR, puis après ça, ta recherche va pouvoir être faite de cette façon-là. C'est probablement la façon la plus ghetto de le faire, mais la moins chère. Sinon, iExplorer, je pense que c'est assez solide comme logiciel pour le faire. C'est pas très cher, hein? Je pense, iExplorer, 15$? Environ, 15-20$. Ouais. Donc, c'est quoi? Ouais, toi, tu peux l'avoir, je pense. Moi, je l'ai, moi, Je vois pendant qu'on on peut l'exporter en PDF, en CSV, c'est Excel. Oui. TXT, texte, ou export all image. Ah, ok, on peut exporter aussi juste les images. Ah, ok. Fait que, en CSV, c'est assez winner. Là, c'est assez winner. Du Excel, là, merci, bonsoir. C'est 35$. Quand même. Quand même. Je l'ai eu dans... Ok, je l'ai eu en bundle ou quelque chose. J'allais dire, parce qu'il y a une conversation en ce moment sur craquer une Apple TV. On a eu des rumeurs ou en fait peut-être des indices que la Apple TV 3, celle qui est vendue pour l'instant, serait éventuellement craquable. La Apple TV 2 l'est encore et à cause de ça, elle est vendue... faut pas la mettre à jour, mais elle est vendue beaucoup plus cher. Sur eBay, on peut trouver des Apple TV à 200 et 300$. Les Apple TV 2, donc ça si vous voulez faire de l'argent puis vous avez une Apple TV 2 puis elle prend poussière, là, sur la TV. Comme là. la mienne, mettons. Ouais, ben c'est ça. Fait que, je devrais peut-être... C'est ça.
vendre le Mac Mini puis l'Apple TV puis me payer un meilleur Mac Mini. Ouais, bonne idée de faire ça, je pense. Ben ouais. Tu sais, t'as mis à jour, là, puis tu ships ça de même, là, ben comme il faut. Là. Excellent. Voilà, donc j'espère, Jean-Chantal, que ça répond à ta question. Sinon, dans le document, avons-nous d'autres questions? Oui, on a... J'aime bien la question. Question par Stéphane Lévesque sur Mac Québec Entraide. Quelle est la meilleure façon de jouer à un jeu PC sur un Mac? Installer Windows et jouer sur PC. Et jouer sur PC, c'est ça. Mais tout dépendant des... tout dépendant des jeux, là, on s'entend qu'une carte HD Intel intégrée, tu ne pourras pas jouer à Battlefield 3 là-dessus, puis au 4 qui s'en vient. Là. Non, mais tu vas pouvoir faire mieux que si tu restais du côté Mac, où les pilotes OpenGL sont pas super bien optimisés. Apple ne met pas de ressources là-dessus. C'est ça, en fait, sur Mac Québec Entraide, l'utilisateur demandait si c'était faisable de faire ça avec Parallels Desktop ou bien avec VMware Fusion. Moi, ça va marcher. À moins que le jeu là, soit vraiment qui nécessite très peu de ressources, genre un vieux jeu, mais quelque chose de même, ça va fonctionner. Moi, j'ai déjà joué à Roller Coaster Tycoon avec VMware Fusion, mais c'est pas mal le max, ça commence à laguer même. Okay. Mais dès là, que c'est plus que ça, là, c'est mieux de passer par Bootcamp et d'installer. Faut penser aussi en fait qu'en passant par une VM, la problématique va être que tu as des ressources pour ton système d'exploitation, tu as des ressources pour le logiciel de VM, tu as des ressources pour le deuxième système d'exploitation. Puis là, ce qui va te rester va être alloué au jeu, donc pas grand-chose à un moment donné. C'est ça. Donc, le mieux, c'est de se faire une partition Bootcamp, installer un Windows 7, Windows 8. Je sais pas, Windows 8, là, il y avait des trucs quand c'est sorti, c'est pas bon pour les jeux. Steam je pense qu'ils n'ont pas changé d'idée, mais Steam a dit que Windows 8 n'est pas fait pour les jeux. OK. Donc, Windows 7. Windows 7 all the way. Excellent. Parce que une version sur deux, Windows se plante. Windows 7, c'est le nouveau Windows XP. Ouais, c'est ça. J'ai d'ailleurs fait le saut de Windows XP à Windows 7 sur sur rushé? VMware Fusion. Ça a été long à installer, là, mais nous, ça fonctionne. OK, t'as fait la mise à jour? Non, j'ai parti une nouvelle machine virtuelle. Carrément, j'ai juste transféré les quelques fichiers que j'avais. OK. Non, mais tu sais, si tu as des vacances, tu pars une semaine, tu reviens, c'est à peu près fini. C'est le fun. Parlant de Windows, on pourrait. On a fait une bien bonne blague il y a 10 jours de ça, le 1er avril. En fait, Mac Québec, pour ceux qui l'ont vu, est devenu Windows Québec. Et on avait des articles, le kit. On a même fait un épisode de podcast avec des vraies nouvelles Windows. Sérieux. Il y avait des articles, un petit peu tendancieux, mais quand même correct, que Jean-Michel nous avait fait. Il était correct, là. Moi, je trouvais mon article sur Vidéotron. Oui. Ah, as-tu fait jaser cet article-là? Il a fait jaser. Mais ceux qui sont clients de Vidéotron puis ceux qui s'y connaissent un peu dans le domaine ont compris ce que je critiquais dans l'article. Mais pour quelqu'un qui fait pas affaire avec Vidéotron mais que ça l'intéresse pas, mais pour lui, c'était un article super positif sur Vidéotron. Mais c'était très négatif comme article. Ouais. Bon. Il y avait beaucoup d'ironie dans cet article-là. Bref, un peu comme ThinkGeek fait, c'est-à-dire de lancer des produits le 1er avril, des fake produits. Puis là, tout le monde essaye de les acheter parce qu'ils sont trop cool. Puis ça dit, tu t'es fait attraper. Ben, Mac Québec a fait un peu la même chose, c'est-à-dire que cette initiative-là, parce que tout le site a été programmé par Vincent Miller avec un thème WordPress Metro qui a été utilisé. Et on a eu une offre de Maxime Tremblay, de l'Épée légendaire, de s'occuper du site web et de le faire vivre. Et donc, maintenant, en fait, vous allez pouvoir... si vous êtes écœuré de venir nous écœurer, nous écœurer sur Mac Québec, mais vous allez pouvoir aller sur Windows Québec. C'est un vrai site web, donc windowsquebec.com. Il y a peut-être des belles opportunités pour des magasins qui vendent du PC de faire de la commandite de ce côté-là. Hein? Du génie! Donc voilà. Ben oui, il va pouvoir contacter Maxime Tremblay et voir avec lui. Donc moi, je trouve que c'est très joyeux d'avoir fait un poisson d'avril, de l'avoir fait de cette manière-là. Tu sais, puis on se le disait quand on a commencé le podcast qu'on a fait, le spécial Windows Québec, on voulait pas faire quelque chose... Le soir où je dormais. Oui. On voulait pas faire un podcast
On voulait pas être C'est méchant. plate, on voulait pas être méchant. On voulait C'est faire ça. quelque chose de plus clean possible Ah ouais. pour que la joke elle soit croyable. En Mais fait, on a eu. Vincent, il y a eu une coupe de fou rire là, quand je l'ai écouté. Oui. Après, là, ça dure une Bon, 35 minutes environ. Moi aussi, j'en ai eu, sauf que je me suis caché. À chaque fois que j'en avais un, puis que écoute, j'ai dit des affaires là-dedans, là, c'était comme. Ça avait pas de bon sens. Puis je me cachais derrière mon micro quand je riais trop. Donc, Maxime Tremblay, en fait, s'était joint à ce podcast-là. 2 minutes, en fait, vraiment sur le fly. Et. Il y a. Qu'est-ce que je voulais ajouter? On a fait une petite pub, c'est très drôle. On a fait une pub pour Ordigénie, justement, qu'on a mis comme commanditaire. Éric d'Ordigénie n'était même pas au courant. Mais comme c'est un auditeur fidèle, ben, on lui a fait cette fleur-là. Prochaine on continue? question. Oui. Question qui vient du Forum de Mac Québec. Veux-tu la dire ou je la dis? Ouais, je veux la dire. Une question de Yago sur le forum de Mac Québec. Depuis l'installation du Security Update 2013-001 sur macOS 10.6.8, c'est important à préciser, je suis incapable d'écouter du contenu diffusé en direct. J'obtiens le message module bloqué. En fait, finalement, ce que ça fait, cette mise à jour-là, ça fait ce que Mountain Lion fait automatiquement, mais c'est l'utilisateur qui doit autoriser le téléchargement là, avec Apple Software Update. OK. Cette mise à jour-là, ça bloque... Elle désactive le plugin Flash. Player. OK. Les mêmes désactivations que Mountain Lion ont eu, mais que les utilisateurs ont eu automatiquement puis qui ont été corrigées le même jour, là, finalement. OK. Donc, en réinstallant la nouvelle version, encore une fois manuellement, là, de Flash Player, là, le problème va être réglé automatiquement. Là. Mais si l'utilisateur aurait eu Mountain Lion, ça aurait fait longtemps là, que ça aurait été bloqué. Là, le OK. plugin. La version de Flash qui est bloquée, c'est la version 11.6.602.171, pour être plus précis, qui est bloquée par Apple, qui a une faille de sécurité extrême dans ce module. Fait que... On a bien retenu le code de la version, oui. C'est bon. Oui. Voulez-vous que j'utilise la ligne de commande pour voir le... Vas-y donc, sudo, là. Ah, non. En fait, copie-la, colle-la dans le chat. Puis Pour c'est pouvoir la surtout diffuser. les utilisateurs de Safari ou de Firefox qui sont touchés par ce blocage de plugin-là parce que Chrome met automatiquement à jour Flash là, dans ses mises à jour quotidiennes. Donc l'utilisateur voit pas, ne remarque pas. Parlant de Flash, je ne sais pas si on a une ligne comme ça, mais Apple a engagé dans les 2 dernières semaines le gars chez Adobe qui était en frontline, le gars qui a défendu Flash quand Steve Jobs était en train de le démolir puis de dire nous autres on veut pas aller avec ça. Puis c'est ce gars-là qui était comme VP technologique ou je sais pas quoi chez Adobe qui a écrit des lettres pour dire que ça avait pas de bon sens de faire quelque chose comme ça puis de défendre becs et ongles. On comprend qu'il y a le message corporatif de la compagnie que tu dois défendre, là, mais c'est assez drôle que le gars aujourd'hui se retrouve chez Apple. Puis j'écoutais les gars d'Imore dire ce gars-là, faut jamais qu'il se retrouve dans un meeting marketing de quelque chose parce que c'est sûr qu'ils vont le ramasser avec cette question-là. Puis comme, hey, le gros P Flash, puis le gars, il va être obligé de se dépatouiller avec ça. Voilà, donc je mets à l'écran la ligne que Jean-François nous a recopiée pour vérifier si on est protégé en fait ou si ça désactive. Qu'est-ce que ça fait cette ligne-là en fait? C'est pour voir le module de sécurité automatique de Mountain Lion. Ah pour oui, voir ok. les versions que Apple injecte automatiquement par ses serveurs. Bon. D'autres questions? Ou ça fait le tour? Ça fait le tour. Ça fait le tour? Oui. On va pouvoir commencer le podcast Mac Québec à 10h. À 10h. Et avoir... écoute, ça serait malade qu'on commence à 10h. On va prendre une petite pause et on va avoir un invité pour le podcast Mac Québec qui est avec nous, qui nous écoute patiemment, qui joue avec un cossin Android là, depuis tout à l'heure. C'est un iPhone. Non, c'est un iPhone. OK. Donc, on vous laisse. Ça va faire un petit land, Ouais, mais c'est correct. Ouais. Et puis, on revient vers 22h. On va essayer d'être là pile à 22h. Donc, vous pouvez tout de suite changer de fenêtre si vous voulez. Puis, on va-tu laisser les lignes ouvertes pour le podcast si le monde veut le téléphoner puis nous donner leurs commentaires ou nous parler de quelque chose? Ben, on va laisser les lignes ouvertes. Fait que je répète le numéro de téléphone. Je suis tellement content. Je me sens comme Ron Fournier, man. Donc, pour nous rejoindre en studio, vous n'avez qu'à composer sur votre clavier téléphonique le 1-877-561-2357, le 1-877-561-2357.
2357. Et en région, le 1-877-561-2357. Je répète, le 1-877-561-2357. Combien y a-t-il de monnaie dans cette image? Voilà. Donc, oui, effectivement, Bernard va le faire. En fait, je lui ai demandé de... En fait, on a eu le numéro de téléphone à peu près 15 minutes avant le début du show. Ben, c'est ça. Il s'est mis à fonctionner 1 minute après le début du show aussi. Donc, c'est Jean-Michel qui nous a fait ça. Fait qu'on va envoyer le numéro de téléphone à Bernard. Il va nous faire une belle publicité. Sinon, messieurs, où peut-on vous retrouver sur les internets? Commençons par Jean-Michel ici. On peut me retrouver sur Twitter au JM_Boily ou sinon bien sur les différentes parties du site MacQuébec, surtout MacQuébec Entraide. Si vous posez une question, moi je vais répondre. C'est une bête là-dessus. Ouais. C'est comme vous allez sur la page d'accueil, vous avez ma face là, à plusieurs reprises, là, toutes les questions là, finalement. Pas mal. C'est comme ceux qui sont habitués avec notre feed de Twitter quand on lâche les IFTTP, on nous voit tout un après l'autre. Là. Ouais, si vous nous suivez, toute la gang, effectivement, vous recevez les nouvelles Mac-Québec en bloc. Vous pouvez pas la manquer, là, ça fait comme 2 écrans sur votre iPhone à peu près. Là. C'est un peu de spam, mais bon, on verra. Ouais, c'est ça. JF, où est-ce qu'on peut te retrouver sur... Moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFRoy1979. On peut me retrouver aussi sur Bioshock Infinite, que j'ai pas encore fini, que je devrais finir en fin de semaine. Ça a l'air c'est malade. Malade. OK. Malade. Et on peut me retrouver d'ici le 10 avril, ce qui devrait être... Non, 10 quoi, non? 13 avril? Dans quelle date, donc, SimCity? Je me rappelle plus. Je sais Je me rappelle plus. En tout cas, whatever. En fin de semaine? Très bientôt. Ouais, je pense que c'est très bientôt sur SimCity sur Mac. Non, en juin. En juin. Ah, c'est SimCity 4, t'as le temps. SimCity 4? Non, pas SimCity 4. C'est pas 4. C'est SimCity tout court. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle? Ils l'ont appelé de même maintenant. C'est celui qui marche pas, là. C'est celui qui marchait pas que j'ai fait ma crise de nerfs. C'est bon. Pardon? 2000 sur GOG.com. Aucun DRM. Excellent. SimCity 4 non plus, il n'en a pas. Tu sais, c'est comme... c'est ça. Et parfait. Toi, Alexis? Moi, on peut me retrouver sur Twitter ou alexcornelier.com. On peut me retrouver sur Mac Québec. En fait, on ne me retrouve pas moi sur Mac Québec, mais bientôt, ça va être ClickPom qui va offrir le service à domicile pour Mac Québec. Et on me retrouve dans ma nouvelle demeure chez ClickPom. Ici. Donc, il y a quelqu'un qui posait la question, c'était quoi le site web? C'est clickpom.com. clickpom.com. Vous pouvez aller voir ça. Et voilà, on fait du service desktop jusqu'à serveur. Donc, on couvre vraiment tout et même la réseautique. Ah ouais? Oui, réseautique. Changement de switch, manage, tout le kit. On fait tout ça. Donc, on prend une petite pause et on vous revient un petit peu plus tard avec le podcast Mac Québec. Vous pouvez rester en fait sur le tab, sur la page Mac Québec en direct. Et puis, on va réapparaître d'ici 15 minutes, je vous dirais. Vous allez voir, vous allez peut-être entendre des sons, parce qu'on ne fermera pas le lien sur l'application. Fait qu'on va tout laisser ouvert, puis Jean-Marc aura du montage à faire. Il y aura du coupage et du montage à faire. Il y aura un document, mais ça va être correct. Merci beaucoup. Au revoir. À tantôt.